Alors, bon, bah, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas pour le moment. Donc, je suis Nicolas Adolphi, je suis responsable d'un truc qui s'appelle l'initiative ENT à Tionis, c'est-à-dire que ma mission, c'est de vous faire découvrir les applications auxquelles on a accès dans la maison et de vous les faire évidemment adopter. Aujourd'hui, la question, c'est de vous présenter SharePoint. Alors, vous en entendez parler depuis un certain temps, SharePoint. Autant que vous avez pu, il fut un temps, entendre parler de OneDrive. Beaucoup de questions, du coup, se posent hein, sur l'utilité, sur le mode de fonctionnement, sur ce que c'est finalement SharePoint. Et nous allons revenir sur quelques notions qui n'ont pas toujours été bien comprises. Voici le programme que je vous propose. Donc, une introduction, c'est quoi le cloud? Vous voyez, quand je vous disais qu'on va essayer de remettre à plat un petit peu des notions qui sont souvent utilisées mais qu'on ne comprend pas nécessairement. Donc, c'est quoi le cloud? C'est quoi le travail collaboratif? Ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet avec une introduction à SharePoint. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer, bon, évidemment, comment y accéder. Ensuite, quels sont les modèles disponibles de SharePoint? Qu'est-ce qu'une structure? Comment se structure un site SharePoint? Tout ce qui touche à l'administration dans SharePoint et évidemment un SharePoint versus OneDrive. Pourquoi utiliser l'un plutôt que l'autre et à quel moment utiliser l'un plutôt que l'autre. Voilà. Alors, en introduction, bah d'abord, c'est quoi le cloud? Alors le cloud, hein, vous savez tous, ça veut dire nuage, mais enfin nuage, c'est comme son nom l'indique, assez vaporeux. On ne sait pas trop ce que ça correspond. Dans notre cas, c'est-à-dire dans le cas Microsoft, eh ben, on a effectivement un nuage aux couleurs de Microsoft, dont le cloud, ce n'est pas juste un nuage, c'est assez vaporeux. C'est un peu l'idée qu'on se fait. On se dit, oulala, je vais mettre mes données quelque part, on ne sait pas trop où. En vérité, bah, le cloud, c'est pas si nuageux que ça. Le cloud, c'est quoi? Ce sont effectivement des salles informatiques avec des serveurs, avec donc de vraies machines qui sont placées dans des endroits top secrets, hein, évidemment, puisque l'idée, c'est que ces machines ne puissent pas être attaquées, ne puissent pas être prises en otage avec nos données. Donc, sachez que des salles, ces salles informatiques, il en existe partout dans le monde. Elles appartiennent aux fournisseurs de cloud, donc dans notre cas à Microsoft. Voilà, il y en a dans plein d'endroits dans le monde. Et en vérité, ces salles informatiques, où se trouvent-elles? Ben, vous voyez, ça c'est le réseau. J'ai voulu symboliser le réseau Internet, donc hein, un ensemble de machines. C'est un réseau, on va dire, mécanique, d'accord? Les machines, des millions de machines sont connectées les unes avec les autres, hein, et ça, c'est ce que représente Internet. Une des connexions à ces diverses machines emmène vers ces salles informatiques, d'accord? Donc, effectivement, le cloud, c'est bien un espace, hop, comme on va le voir, qui est connecté au réseau Internet, d'accord? Mais c'est un espace privé et sécurisé, c'est tout l'intérêt du cloud. On va pouvoir donc y mettre des documents, même des documents, comment dire, particuliers et confidentiels. Et on va pouvoir donc accéder à cet espace-là via donc le web. Alors la différence entre Internet et le web, Internet c'est le réseau mécanique, le web on va appeler ça le réseau logique, applicatif, d'accord, et on va pouvoir accéder aux diverses données via un navigateur, d'accord, comme pour tout site Internet, et via le fameux protocole HTTP. Alors, je vous ai dit que je ne vous parlerai pas de technique, ça sera vraiment le seul mot technique, le protocole HTTP que vous connaissez, puisque toute adresse Internet commence par HTTP ou HTTPS, vous le savez, pour accéder à un site Internet. Donc, voilà ce que c'est que le cloud. Le cloud, vous voyez, ça n'a rien de mystérieux, c'est bien un ensemble de machines qui sont connectées donc sur le réseau Internet et auxquelles vous allez pouvoir accéder via un navigateur. C'est aussi simple que ça. Pas d'autre mystère. Alors, après le cloud, ce qui va nous intéresser aussi dans les notions absolument essentielles à comprendre, c'est qu'est-ce que le travail collaboratif. Alors, concrètement, le travail collaboratif, c'est, alors je vais vous donner ma petite définition personnalisée, à savoir, c'est un mode de travail horizontal, d'accord, dans lequel tous les intervenants mettent en commun leurs ressources, d'accord, leur créativité et leurs compétences, et plus encore, afin d'atteindre un même objectif fixé. C'est-à-dire qu'autour d'un projet, chacun a la même importance dans le projet et va pouvoir collaborer sur le projet d'une manière donc dite horizontale.
concrètement, le travail collaboratif, donc vous voyez ce que c'est on se met ensemble, on met nos ressources en commun, d'accord, pour pouvoir travailler d'une manière normalement plus efficace. D'ailleurs, dans cet esprit, on va dire que les outils Microsoft 365, donc Office 365, c'est le nouveau nom. Hein. Microsoft 365, c'est le nouveau nom de Office 365. Donc, tous ces outils qui sont associés au cloud vont nous permettre, bon, déjà, dans un premier temps, de partager en temps réel nos documents de travail. Ça, vous avez normalement déjà l'habitude de le faire avec OneDrive par exemple, mais on va aussi pouvoir partager donc nos connaissances et nos méthodes justement via le partage de nos ressources et de nos documents en particulier. Donc nécessairement, le travail collaboratif va nous aider à augmenter la productivité parce que tout va être optimisé et en particulier donc l'accès aux données, l'accès direct aux données, et puis tout ce qui touche à la communication grâce au digital et encore une fois grâce au cloud, ce qui donnera de toute façon une véritable flexibilité des projets puisque chaque membre du projet aura un accès direct et rapide à l'ensemble des éléments liés à ce projet. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que en termes de management, en tous les cas en termes de management de projet, on est dans comment dire, une logique différente. On est dans une logique de responsabilité collective, c'est-à-dire que vous n'avez plus un chef de projet qui va dire toi tu fais ci, toi tu fais ça. Chacun prend la responsabilité de la tâche qui l'incombe au moment le plus opportun, c'est-à-dire sans avoir à attendre un top pour démarrer éventuellement ces tâches. Donc, on considère que les responsabilités du projet sont donc collectives puisque chacun est maître de son propre destin au sein même du projet. Voilà, donc ça aussi c'est très très intéressant. Et puis surtout, le travail collaboratif fait gagner un temps absolument énorme en termes de gestion de projet, surtout autour de ce qu'on appelle la réalisation asynchrone du projet, à savoir, vous devez tous connaître le diagramme de Gantt, l'ex-diagramme de Gantt, hein, qui définissait, premier membre de l'équipe va travailler première semaine, le deuxième va commencer lorsque le premier aura terminé, etc., etc. Eh bien, évidemment, à partir du moment où on est dans le travail collaboratif, chacun en temps réel peut commencer son travail sans avoir à attendre la date dite pour commencer le projet via un diagramme de Gantt. Donc tout ça fait gagner beaucoup de temps. Le calcul, il était assez simple. On considère un travail collaboratif qui fait gagner en moyenne 1 heure par jour et par personne sur un projet. Je ne sais pas si vous imaginez, donc sur une année, sur le nombre total de collaborateurs, on gagne beaucoup de temps grâce à la mise en place du travail collaboratif. Alors, Microsoft nous propose un ensemble d'outils pour ce travail collaboratif. Je vous les cite assez rapidement, vous les voyez, certains vous les connaissez, d'autres pas nécessairement. Donc Teams, évidemment, c'est devenu l'incontournable grâce, j'ai envie de dire, c'est horrible, au Covid-19, n'est-ce pas? SharePoint, que vous allez découvrir, OneDrive, que vous avez déjà tous commencé à utiliser, OneNote, pour certains qui aussi ont commencé à l'utiliser, Planner pour faire de la planification, Forms pour créer des formulaires, et puis ces deux applications, Power Automate et Power Apps, qui permettent de créer, on va dire, des flux de travail. Je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Donc voici les outils principaux, les outils dits collaboratifs. Alors maintenant, voilà, on va parler concrètement de ce qu'est SharePoint. Alors, qu'est-ce que SharePoint? SharePoint, pour commencer, est une application dite SaaS, Software as a Service. Désolé pour mon accent anglais. Sachez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que l'application n'est pas installée en dur sur votre ordinateur. Cette application, elle est en ligne et vous faites appel à cette application uniquement à un moment où vous avez besoin que cette application vous rende service, c'est-à-dire au moment où vous en avez besoin, d'accord? Contrairement à des applications comme, j'ai envie de dire, Word, Excel, c'est pas tout à fait vrai puisqu'il existe maintenant, vous le savez, des versions aussi SaaS de Word et Excel. Voilà, donc ça, c'est la première définition de ce qu'est SharePoint. En vérité, SharePoint, c'est un ensemble de fonctionnalités et d'outils, informatiques évidemment, qui sont justement dédiés au travail collaboratif, donc qui vont nous permettre de travailler réellement en mode collaboratif. Ça, c'est j'ai envie de dire, c'est la fonction première de SharePoint.
Donc, SharePoint, dans ce cadre-là, va s'utiliser donc principalement pour, alors d'abord, évidemment, vous en avez tous déjà entendu parler, les fameux sites SharePoint, on va voir ce que c'est. Donc, on va utiliser SharePoint pour créer et administrer des sites de type intranet, d'accord, puisqu'ils seront, comment dire, ils seront présents sur le cloud, d'accord. Alors évidemment, intranet, ça veut dire aussi que quel que soit l'ordinateur sur lequel je me trouve, même à l'extérieur de mon boulot, à partir du moment où je me connecte avec un login, un password qui m'appartiennent à un site de type intranet, je vais pouvoir accéder aux données présentes dans ce site intranet. Voilà, voilà le principe du site intranet ou extranet, hein, comme certains le disent. Alors, SharePoint va s'utiliser évidemment pour capitaliser et partager du contenu sur le cloud. Donc ça, évidemment, c'est essentiel, hein, pour du travail en équipe. Donc on va pouvoir mettre un ensemble d'éléments sur le cloud, donc disponible même si je suis à l'extérieur de mon lieu de travail, même si je suis dans une configuration sans même avoir mon propre ordinateur. À partir du moment où je vais avoir un navigateur ou accès à un navigateur et accès à Internet, je pourrai accéder à mes données et éventuellement à d'autres contenus qui me seront partagés ou que moi j'aurais décidé de partager à autrui. SharePoint s'utilise aussi également, et ça c'est très intéressant de le savoir, on peut grâce à SharePoint créer ce qu'on appelle une GED, c'est-à-dire on peut véritablement créer de la gestion électronique de documents. Aujourd'hui, principalement, SharePoint est utilisé comme un disque dur sur le cloud dans lequel je mets des documents que je partage, mais en vérité, et on va le voir, on peut aller beaucoup plus loin, c'est ce qui va être très intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des systèmes de tri, un moteur de recherche, un ensemble d'éléments qui vont nous aider dans notre gestion quotidienne de documents. Donc ça, c'est très, très intéressant. Autre particularité de SharePoint, SharePoint va nous permettre de planifier et d'automatiser un certain nombre de tâches, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lier à SharePoint ce qu'on va appeler des automates, hein, c'est-à-dire des petits programmes informatiques qui vont automatiser un certain nombre de tâches. Je vous en reparlerai également dans un instant. Et enfin, évidemment, SharePoint va nous permettre, via un site internet, de faire le lien, donc de centraliser sur un projet, de faire le lien avec d'autres outils collaboratifs, par exemple Planner pour un planning d'équipe dans un projet, par exemple, ou j'en sais rien, mettre éventuellement en ligne un calendrier via Bookings ou ce genre de choses. Tout ça centralisé sur un seul lieu, un site de type SharePoint. Donc voilà globalement ce qu'est SharePoint. Alors maintenant, je vais vous présenter un petit peu l'outil. Donc déjà, première chose importante, mais vous le savez déjà sans doute, pour accéder à SharePoint, vous voyez, c'est facile. Vous avez deux adresses, vous avez même d'autres adresses en vérité. Celle que moi j'utilise, c'est portal.office.com. Vous avez aussi login.microsoftonline.com qui va vous demander donc de vous loguer avec votre compte Office, donc votre mail d'école et votre mot de passe correspondant. Vous arrivez donc sur cette page Office 365, alors pas nécessairement sur cette page, suivant votre configuration. Vous voyez, là, c'est ma page avec toutes mes applications. Toujours est-il que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez une fois que vous êtes dans Office 365, puisque là, je suis dans Office 365, il vous suffira donc de cliquer, vous savez, hein, sur les fameux 9 petits points en haut à gauche de l'écran pour accéder à la liste normalement de vos applications, dans laquelle se trouve en particulier évidemment l'accès à SharePoint. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans SharePoint. Voilà. Donc là, vous avez l'interface de SharePoint. Qu'est-ce qu'on y voit, hein? Une espèce de menu avec ici en suivi, ce sont en vérité les sites SharePoint que vous avez mis en favori, vous voyez, les petites étoiles. Vous avez ici les sites SharePoint auxquels vous avez accédé récemment. Et puis, on vous propose même d'autres sites qui sont ouverts, qui sont éventuellement publics et qui pourraient, pourquoi pas, vous intéresser. Toujours est-il que, vous voyez, bon, moi j'accède à un certain nombre de sites, très bien, et vous voyez qu'en vérité, lorsque vous êtes
en ligne dans l'espace SharePoint, dans Office 365, bah, vous n'avez pas 50 possibilités. Concrètement, vous pouvez soit créer un site, comme on le voit ici, soit créer une publication d'actualité. Alors, je vais pas vous en parler, mais enfin, vous sentez bien à quoi ça correspond. J'ai une actualité à lancer. Je vais cliquer ici. J'arrive sur une interface d'édition, on va dire, d'actualité. Je vais pouvoir mettre éventuellement un article en ligne. On en reparlera pour ceux, en tous les cas, qui feront plus tard la formation spécifique SharePoint. Là, je ne fais qu'une présentation. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, bah, c'est vous expliquer un petit peu, d'abord, à quel point c'est facile, évidemment, de créer un site SharePoint. À partir du moment où vous êtes dans cette interface, vous voyez, vous cliquez sur créer un site et on se rend compte qu'on a la possibilité de créer en vérité seulement 2 types génériques de sites. Vous pouvez créer soit un site d'équipe ou un site de communication. Alors, quelle est la différence entre les deux? Puisque en vérité, on parle de site intranet. Bah, c'est pas compliqué. Vous en avez un, le site d'équipe, qui est très spécifique puisqu'il va être absolument fermé. Il ne sera ouvert qu'individuellement à tous les membres de l'équipe. Alors l'équipe, c'est quoi? L'équipe, ça peut être un service complet, hein, pourquoi pas, dans une école, mais ça peut être une équipe autour d'un projet spécifique ou d'un événement spécifique. D'accord? En revanche, un site dit de communication, c'est pas un site public non plus dans le sens externe, c'est un site de communication interne. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous créez un site de communication, tous les membres de votre structure, donc de votre école, vont pouvoir accéder à ce site. D'accord. Voilà la différence entre les 2 types génériques de sites. D'accord. Alors, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, si je clique sur un site d'équipe, vous voyez, j'ai créé un site d'équipe ici et un site de communication pour vous montrer un petit peu en un clic, finalement, ce qu'on crée. C'est-à-dire, on clique sur créer un site, vous avez vu, je choisis site d'équipe, je donne un nom à mon site d'équipe. Et concrètement, ben voilà ce qui arrive. Vous voyez, l'interface est entièrement réalisée, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être un technicien ni un informaticien pour créer, bon, ben vous le voyez, un menu de navigation et puis pour accéder à un certain nombre de boutons qu'on voit ici, un certain nombre de fonctions. Alors évidemment, ces fonctions apparaissent parce que c'est moi qui viens de créer ce site et donc à partir du moment où je crée un site, j'en suis le propriétaire et donc l'administrateur et c'est moi-même qui vais pouvoir éventuellement modifier donc mes menus, etc. Donc personnaliser éventuellement mon site. Donc là, vous voyez ce que c'est, comment se présente un site d'équipe. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer comment se présente un site de communication quand on le crée. Vous voyez, encore une fois, en un clic. Vous voyez tout de suite que c'est très différent. Là, ça ressemble un peu plus à un site effectivement d'actualité et on va pouvoir remplir cette première page. Alors en vérité, le moteur derrière est le même. On est d'accord, c'est juste de la personnalisation pour nous aider à mieux créer les sites SharePoint que l'on crée, donc comme je vous le disais, en réellement 2 clics. Alors, hop, maintenant, donc, ce qui va nous intéresser, c'est les modèles. À partir du moment où vous créez un site, comment dire, SharePoint, on va vous offrir tout de suite, je vous montrerai un petit peu plus tard, mais on va vous offrir tout de suite la possibilité de choisir divers types de sites. C'est-à-dire que vous avez des modèles déjà prédéfinis. Vous allez voir, ils sont assez intéressants. Des modèles prédéfinis suivant que vous avez choisi un site d'équipe que je vous rappelle est fermé et privé, ou un site de communication qui, je vous le rappelle, est ouvert, enfin en tous les cas, ouvert à votre structure. Alors, pour les sites d'équipe, bon, vous avez déjà la planification d'événements, c'est-à-dire vous pouvez créer un site uniquement autour d'un événement pour coordonner et donc planifier les détails d'un événement. Au sein même de votre équipe, d'accord? Vous voyez, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'on peut créer un site, même pour quelque chose en termes de projet ou de sujet extrêmement spécifique. Vous avez la possibilité de faire donc de la pure gestion de projet. Donc, vous avez un modèle qui vous aide à faire de la pure gestion de projet. Vous avez un modèle, donc ça peut évidemment intéresser les enseignants puisque vous avez un modèle qui est fait pour en fait préparer des cours ou préparer des participants à des cours. Donc vraiment dédié à la formation, donc très intéressant. Vous avez aussi un modèle d'équipe pour une équipe de formation ou de développement éventuellement, donc c'est la même approche. Donc cette fois, c'est plus pour de la formation, mais pour plutôt gérer une équipe de formation. Donc ça aussi c'est intéressant de le savoir puisque c'est un outil encore supplémentaire éventuellement pour organiser des classes, quoi, tout simplement.
Vous avez enfin le principe de collaboration d'équipe, donc pour gérer cette fois un ensemble de projets, on va dire un directeur de projet va pouvoir gérer un ensemble d'équipes avec un ensemble de projets via ce modèle-là. Donc vous voyez, on a déjà 5 modèles d'équipes. Il faut savoir que ça évolue, c'est-à-dire que assez fréquemment, Microsoft propose, fait évoluer déjà ces modèles-là et propose de nouveaux modèles. Côté site de communication, vous avez la possibilité de créer un site de communication de gestion de crise. Alors, je vous le rappelle, c'est plutôt de la communication interne, normalement. Donc voilà, gestion de crise qui va nous permettre de partager des actualités. Je sais pas, une crise du genre pandémie. Bon, bah, comment est-ce qu'au sein de l'entreprise, on va pouvoir gérer ça? Donc, vous avez un modèle qui vous permet de vous aider à communiquer dans un cadre de ce type-là. Vous avez site de communication en termes de services qui va permettre, vous le comprenez, hein, au sein d'un service, de communiquer avec l'ensemble des membres du service ou d'une école complète. Hein. Donc ça, c'est de la pure communication interne. Vous avez la possibilité, vous avez un site de communication appelé Connexion avec la direction. Donc, vous voyez, vous avez on a la possibilité d'interconnecter en termes de communication une direction et l'ensemble des employés d'une structure ou du groupe, hein, pourquoi pas. Voilà. On a, pareil, en termes de site de communication, un modèle d'apprentissage central. Donc là, ça touche, on va dire, de la formation interne. Voilà, si on a dans notre structure un service de formation interne, comment centraliser tout ça et comment communiquer autour de tout ça, voilà, via un site dit de communication. Intégration des nouveaux employés, très intéressant. On peut utiliser ce modèle-là à chaque fois qu'un nouvel employé arrive. Voilà, on peut créer un chemin d'intégration pour ce nouvel employé éventuellement. Donc encore une fois, hein, c'est un modèle proposé de base par SharePoint. Vous avez le modèle présentation. Donc là, c'est, admettons qu'on fasse du commercial, on a un nouveau produit, ou je ne sais pas, au hasard, une nouvelle école qui apparaît. C'est bien de pouvoir présenter cette nouvelle école au sein de notre structure, au sein même du groupe. Voilà, pourquoi pas utiliser ce type de site. Et sachez, et thème, c'est un modèle qui est un peu dans lequel on va donner une multitude d'actualités de tout genre, en fait. Hein, c'est une espèce de mix de tout ce que je viens de vous montrer. Alors, sachez que de toute façon, vous avez aussi la possibilité de commencer un site SharePoint vierge, c'est-à-dire à partir de rien du tout, pour vous-même le personnaliser complètement. Il faut savoir que SharePoint, vous pouvez donc le personnaliser à partir de ces modèles, donc d'une manière simple, sans aucune connaissance, sans avoir besoin d'aucune connaissance informatique. D'accord, c'est important, mais sachez que c'est assez pointu également pour qu'un développeur ou plus une équipe de développeurs aille très loin dans du développement. On est dans du site internet qui peut, être évolué grâce à des informaticiens qui, eux, prendront la main sur les aspects techniques. Donc voilà, globalement, de base, tous les sites, les différents sites SharePoint que vous pouvez créer seul sans avoir besoin d'un support informatique derrière. Donc ça, c'est quand même très important. Ce que je veux dire par là, c'est que n'hésitez pas à créer vos sites Internet parce que, encore une fois, en 2 clics, vous pouvez organiser ne serait-ce que du partage de documents sur une équipe autour d'un projet. Et comme vous avez pu le voir, en 2 clics, c'est réalisé. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Surtout, on n'est pas limité, sachez qu'on n'est pas réellement limité au nombre de sites SharePoint par serveur Office 365 dans la maison. Je vous rappelle que chaque école a son propre serveur Office 365. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de la structure des sites SharePoint. Comment est-ce qu'ils sont foutus? Alors déjà, la première chose, je vais vous montrer quelque chose que vous connaissez tous. Vous voyez, c'est le gestionnaire de fichiers, le fameux gestionnaire de fichiers Windows. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une interface avec un menu en fait de navigation sur votre disque dur, d'accord? Et puis, quelques boutons, très bien, on s'en fout. Et surtout, vous avez accès à votre disque dur. Et dans votre disque dur, vous voyez des dossiers et des documents. Ce que je veux vous dire par là, c'est que cette interface, vous la connaissez par cœur. Sauf que vous savez où sont vos documents. Vos documents, ils sont sur votre ordinateur, dans le disque dur de votre ordinateur. Sachez qu'en vérité, de base,
un site SharePoint, on va le voir, bah, vous voyez, ça se présente exactement de la même manière. C'est-à-dire que vous avez un menu ici qui va vous permettre de naviguer à l'intérieur de votre site. Et par exemple, si vous êtes dans ce qu'on appelle une bibliothèque, c'est-à-dire dans un espace sur un disque dur, comme je vous le répète, sur le cloud, donc dans une salle informatique quelque part planquée dans le monde, d'accord? Eh bien, vous retrouvez exactement finalement les mêmes symboles et la même logique, c'est-à-dire je vais, au lieu d'être sur mon disque dur, bah, je suis sur le cloud, je vais dans Documents, là où j'ai posé mes dossiers et mes fichiers, et j'y accède. Sauf que j'y accède via le net, ça c'est important, sauf que je peux y accéder même si je ne suis pas sur mon propre ordinateur, comme je vous le disais à l'instant. Mais vous voyez que la logique visuelle, bah, finalement, elle se rapproche absolument déjà. Donc ça, c'est important pour dédramatiser un petit peu l'accès à SharePoint. C'est quelque chose, vous voyez, qui n'est pas, comment dire, complètement visuellement inconnu. Donc ça, c'est important. Alors ensuite, bah, qu'est-ce que c'est un site SharePoint concrètement? Alors, vous avez un site SharePoint. Première chose, bah, comme dans tout site Internet, un site SharePoint, c'est un ensemble de pages. Pages, d'accord? J'ai même pas envie de vous dire que ce sont des pages HTML, disons que ce sont des pages web, voilà, classiques comme tout site Internet. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans ces pages? Eh ben, on peut mettre tout un tas de choses exactement comme sur un site Internet. Alors, en premier lieu, bah, vous voyez, on va pouvoir mettre des articles, donc on va pouvoir mettre du contenu éditorial dans une page de type SharePoint. Alors, on va pouvoir y mettre des listes. Qu'est-ce qu'une liste? Très important, parce que vous allez voir qu'il y a une autre notion, c'est bibliothèque, dont on parle juste après. Une liste, c'est jamais qu'un tableau dans lequel il y a des colonnes et des lignes, et dans chacune des cellules de ce tableau, il y a des données. Bon, ça vous rappelle nécessairement quelque chose. Oui, c'est comme si j'avais un tableau de type Excel, par exemple, en ligne. Voilà, c'est ça une liste. Seule différence avec Excel, c'est qu'on ne va pas mettre des formules dans les cases ou dans les colonnes. Ce que vous voyez là, c'est une liste finalement, c'est un tableau statique où tous les calculs de données ont été réalisés en amont. C'est donc bien une liste, d'accord? Donc c'est pas dynamique. Alors c'est pas dynamique. On va voir qu'on peut mettre à jour, peu importe. Mais une liste, c'est comme un tableau Excel avec un ensemble de données. On peut y mettre diverses données. Et vous voyez ici, je ne sais pas si on voit très bien, mais on peut mettre aussi des liens, par exemple, dans une liste. Voilà ce qu'est une liste. Voilà ce qu'on peut créer dans un site SharePoint. Donc des listes, très important. On peut y mettre également des bibliothèques. Alors la différence entre une liste et une bibliothèque, c'est qu'une bibliothèque contient, elle, quoi? Des documents. C'est-à-dire que, exactement comme sur votre gestionnaire de fichiers, sur votre disque dur, on va pouvoir accéder dans une bibliothèque à un ensemble de documents. Donc, vous voyez ici des dossiers ou bien directement des documents. Là, ce sont des fichiers PDF, par exemple. D'accord? Donc, la bibliothèque, c'est l'endroit où je vais poser mes documents. La liste va se constituer selon des règles que je vais créer moi-même. Par exemple, j'en sais rien, je vais dire, oh, bah, tiens, je veux une liste qui va me dire qui va répertorier tous les documents qui sont mis à jour le lundi. Et puis une autre liste qui me donnera l'ensemble des documents, le nom de tous les documents qui ont été mis à jour le mardi, etc., etc. Par exemple. D'accord, où on peut créer une liste à partir de, évidemment, plein de paramètres spécifiques pour la définir. Donc, dans ces pages, du contenu éditorial, des listes, des bibliothèques et des documents, donc les documents dans les bibliothèques. On va pouvoir également, dans ces pages, ajouter ce qu'on appelle des composants web art. Alors, c'est quoi un composant web art? C'est une petite application informatique, d'accord, que vous n'avez pas besoin de développer. Il en existe par défaut des dizaines, voire des centaines. Et ces petits composants informatiques vont faire le lien avec une application qui est de base extérieure à SharePoint. Typiquement, un formulaire, j'ai mis comme exemple un formulaire Forms, j'ai créé un formulaire Forms, eh bien, je vais pouvoir insérer mon formulaire Forms sans aucun informaticien autour, directement dans une des pages de mon site SharePoint. Vous voyez, librement. Je vais pouvoir ajouter un planning de type planeur, par exemple, mais je vais aussi pouvoir accéder à des applications qui sont complètement extérieures à Microsoft, des applications du type,
par exemple, hein, Salesforce ou Jira ou ce genre de choses, donc des applications qui sont complètement externes. Donc les composants Web Art sont des petits ponts informatiques qui vont me permettre d'insérer dans une des pages une des applications dont je pourrais avoir besoin externes. Alors évidemment, donc là vous voyez les quatre grandes possibilités de contenu des sites SharePoint. Vous avez évidemment la possibilité de créer une page avec une composition mixte, c'est-à-dire avec, vous voyez ici, un article, potentiellement un web part, c'est-à-dire ici un formulaire. Ici, j'ai inséré des archives, donc des documents. Et j'ai même ajouté, on a la possibilité de faire ça, ce qu'on appelle un widget. Bah, vous connaissez peut-être le terme. Le widget, c'est une espèce de petit plugin qui va me donner, bon bah là, comme j'aime bien ça, qui va me donner la météo éventuellement. Donc vous voyez, on peut constituer nos pages d'une manière très très simple. C'est vraiment du click and go, on va dire, hein, c'est très très facile. On n'a pas besoin d'avoir de notions informatiques pour mettre tout ça en place. D'accord? Enfin, et ça c'est essentiel, derrière toute cette mécanique très visuelle, il y a quelque chose qu'on ne voit pas mais qu'on peut mettre en place et qui est absolument essentiel. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle les workflows, à savoir les flux de travail. Qu'est-ce qu'un flux de travail? Ben, un flux de travail, c'est un petit automate qui va se mettre en marche tout seul, comme un grand, à partir du moment où une action est engagée sur mon site SharePoint. Je vous donne un exemple. J'ai un nouveau document que je drag and drop ici dans ma bibliothèque, d'accord? Et je souhaite que tous les membres de mon équipe reçoivent chacun un mail indiquant ah, un nouveau document vient d'être mis en ligne, d'accord? Eh bien ça, c'est le travail d'un workflow, d'accord? C'est-à-dire que je vais définir moi-même ce petit automate en lui disant dès qu'un nouveau document est envoyé dans tel espace, envoie un mail à tous les participants de ce projet. Voilà, ça c'est un exemple évidemment simple. Imaginez qu'un workflow, ça peut être un grand nombre d'actions, envoyer un mail à l'un, mettre à jour une liste parallèlement, sauvegarder un ancien document, archiver tel autre document, etc., etc. On peut créer d'une manière très très simple un ensemble d'automates. Donc voilà concrètement ce qu'est la structure d'un site SharePoint. J'espère que c'est clair parce que c'est le point évidemment central hein, pour la compréhension de ce qu'est SharePoint. C'est jamais qu'un site internet avec un ensemble de contenus bien définis. Alors pour aller encore un petit peu plus loin sur la structure des sites SharePoint, là vous voyez de quoi est constitué un site SharePoint, mais en arrière-plan, il y a aussi d'autres choses à considérer. Donc, chaque école possède son serveur Microsoft 365, comme je vous le disais. Alors, vous le savez déjà, il y a deux types, en gros, hein, deux types d'utilisateurs. Vous avez les administrateurs et les utilisateurs, c'est-à-dire vous, moi, qui allons avoir besoin d'utiliser des applications visibles. Alors, avec SharePoint, il se passe qu'il y a un premier niveau de création en fait, de site, un site qu'on appelle collection principale de sites, qui est jamais qu'un site SharePoint, mais un site SharePoint dans lequel on ne va placer aucun contenu. D'accord? C'est juste l'architecture technique du site de base, mais il est important parce que ce site de base va permettre à un administrateur de créer ce qu'on appelle une stratégie de configuration. Une stratégie de configuration, c'est par exemple, on va dire ah ben je voudrais que on garde en termes de version de document 500 versions de tout document. Ou bien on va dire moi je veux bien qu'on puisse se connecter sur les sites de mon école, je veux bien qu'on puisse se connecter, je ne sais pas moi, à Salesforce ou à Jira, mais je ne veux pas qu'on puisse se connecter, petite vengeance personnelle, aux outils Google, par exemple. D'accord? Donc là, c'est bien l'administrateur qui va pouvoir définir quelles sont les limites. Alors évidemment, je rigole un petit peu avec ça, mais sachez quand même que à ce niveau-là vont être aussi définies toutes les règles extrêmement importantes de sécurisation, de sécurité, hein, donc de tous les sites qui seront créés au sein de l'école. Donc, un administrateur, pour qu'on puisse créer des sites SharePoint, un administrateur a nécessairement créé un premier site, d'accord, qu'on appelle collection principale de sites, qui est une architecture globale, et il y a défini un ensemble de règles qui sont des stratégies donc de configuration. À partir du moment où cette collection de sites a été créée, eh bien, l'utilisateur
peut accéder au fameux bouton créer un site. Voilà. Donc, il va pouvoir créer. Alors, vous voyez, j'ai marqué collection de sites privés. En vérité, vous l'avez vu tout à l'heure, je clique et je crée un site. Mais il faut savoir que pour tout site créé, vous pouvez créer un sous-site qui va hériter de la configuration du site principal. Donc ça, c'est vachement intéressant. Vous êtes directeur de projet. Vous avez décidé que chacun des projets va avoir son propre site SharePoint. Vous créez un premier site, qui sera votre site portail. Vous allez lui créer une certaine configuration, des définitions, d'accord, des droits éventuellement, ça c'est très important, qui y accède, qui n'y accède pas, etc., etc. Et puis à partir de ce site-là, vous allez pouvoir créer des sous-sites autant que vous voulez, qui vont chacun hériter, d'accord, de toute la définition et tout le paramétrage de ce site principal. D'accord? Donc, si vous avez des thématiques qui nécessitent de créer un site par thématique, mais sur un modèle que vous voulez unique, eh bien, vous pouvez le faire de cette manière-là. Donc, sachez que tout site est en soi une collection de sites, c'est-à-dire que chaque site est parent ou encore site supérieur de éventuellement un ensemble de sous-sites. Tout sous-site est lui-même parent d'un ensemble de sous-sites éventuels. D'accord? Donc ça, c'est très important de comprendre le principe. C'est-à-dire que si je crée un site avec un certain paramétrage, je vais pouvoir créer d'autres sites qui vont hériter de ce site-là. Si j'hérite, par exemple, d'autorisation d'accès spécifique, d'accord, eh bien, sachez que si j'avais donné un accès spécifique sur la collection de sites et que j'ai décidé de garder l'héritage des autorisations d'accès, la personne à qui j'avais donné un accès spécifique aura le même accès spécifique dans le sous-site ou dans les sous-sous-sites, etc., etc. D'accord? C'est le principe de l'héritage. On hérite donc de la configuration et des autorisations d'accès d'un site vers un sous-site. Donc ça, c'est intéressant. Alors, exemple concret, ici, j'ai ma fameuse collection C1, c'est la collection principale, que personne ne voit sauf les administrateurs, et personne n'y accède sauf les administrateurs. En dessous, j'ai un utilisateur qui a créé un premier site par an, il l'a appelé donc C1, enfin c'est moi qui l'ai appelé C1-A, d'accord, c'est le A. Un autre utilisateur a créé son propre site B, d'accord. Les sous-sites vont spécifiquement, vous voyez, je les ai appelés ensuite A1, A2, A1A, A1. Enfin, vous comprenez le principe de la hiérarchisation, hein, avec un héritage de la configuration et un héritage des accès. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, pour l'exemple, vous voyez aussi, en termes de hiérarchisation des sites, les noms qui vont être donnés aux divers sites, ça, c'est aussi important pour les retrouver. Sachez que la collection principale, en général, alors vous voyez, le C1, ce sera le nom de l'école. Au hasard, je vais dire ipsa.sharepoint.com/site. Nous, on a utilisé ça. Ça sera le nom de base, ça sera le nom de domaine de base de chaque site qui sera créé. Chaque site étant créé, vous voyez, reprend le nom de base, donc le nom de domaine, plus son propre nom, donc c'est un A, c'est un B, etc., etc. Et les sous-sites, c'est comme ça que vous voyez si un site appartient et dépendant d'un site supérieur, vous voyez, dans l'architecture, en fait, d'écriture, d'accès via le HTTP à votre site. Voilà. Donc là, ça vous donne encore une idée différente de la manière dont se structure, non pas un site, mais les collections de sites. Je vais vous montrer maintenant la manière dont on donne accès à un site ou à un espace spécifique dans un site, et puis plus largement à quoi correspond le paramétrage en fait d'un site SharePoint. Alors, donc première chose, pour l'administration des sites SharePoint, vous voyez, là je suis dans mon fameux petit site que j'ai créé tout à l'heure, le site d'équipe. Vous connaissez certainement déjà la fameuse roue crantée qui vous emmène directement aux paramètres. Alors, dans le cadre d'un site SharePoint, hop, si je clique sur ce bouton, vous voyez, j'arrive sur les paramètres. Alors, ce que je voulais vous dire, vous voyez ici, dans la liste des paramètres, j'ai appliqué un modèle de site. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai créé mon site, c'est ici que je vais cliquer
pour pouvoir accéder au fameux modèle dont je vous parlais tout à l'heure. Vous vous rappelez, les modèles pour un type équipe ou les modèles pour un type communication de site. Donc, c'est ici que je vais pouvoir choisir mon modèle. Voilà, sachez-le. Là, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que je donne accès à ce site-là, qui est un site d'équipe, qui est un site, donc, je vous le rappelle, fermé, hein, de base, qui est fermé. Donc, je décide de donner accès. Pour cela, vous voyez, hein, dans les paramètres, je vais dans autorisation du site. Voilà, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Hop, j'arrive, vous voyez, j'ai un petit panneau qui apparaît, qui va me donner la possibilité d'offrir des autorisations à un contact. Donc là, c'est très simple, hein. Je clique sur inviter des contacts, j'ai un petit champ qui apparaît, je mets dans ce champ le mail du collaborateur en question, on me donne le choix, j'ai qu'un double choix, hein, soit en visualisation, soit en modification. Quand je passe par ce système d'autorisation-là, je n'ai que ces deux choix. Je donne un accès soit en modification, soit uniquement en visualisation. Si je veux avoir plus de choix, d'accord, à ce moment-là, je vais cliquer, vous voyez ici, sur paramètres avancés des autorisations. Tenez-vous bien, vous rentrez à ce moment-là dans une nouvelle interface que je vous montre. Voilà, vous voyez, ça c'est vraiment l'interface d'administration des sites SharePoint. Vous voyez que du coup, j'ai tout un tas de niveaux d'autorisation différents de ce qu'on me proposait, c'est-à-dire pas uniquement l'affichage seul ou la lecture ou la modification. J'en ai d'autres, gestion de la hiérarchie, contrôle total, interface restreinte, etc. Et sachez qu'il existe tout un tas d'autres niveaux d'autorisation que je peux, moi, personnaliser. Par exemple, je vais dire, je voudrais que cette personne puisse lire les données et éventuellement modifier les pages de mon propre site, pourquoi pas, eh bien, je peux donner ce type d'autorisation bien spécifique à un utilisateur. Donc, de base, eh bien, j'utiliserai la première interface simplement pour ajouter une personne qui aura accès soit en lecture, soit en modification. Si je veux donner un accès un petit peu plus étendu et un petit peu plus précis, à ce moment-là, je devrais rentrer dans l'administration du site SharePoint. Sachez que ça, évidemment, ça fait partie de ce que je vous apprendrai pour peu que vous suiviez l'une ou l'autre de mes formations SharePoint. Alors, pour aller encore plus loin, sachez que chaque site SharePoint possède un système de paramétrage qui peut être très compliqué à comprendre, très complexe, avec un nombre de paramètres assez important. Alors, je vous montre simplement, voilà, ce que c'est que du paramétrage d'un site SharePoint. Vous voyez, par défaut, vous avez tout un tas d'éléments. On distingue l'administration d'une collection de sites et l'administration du site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je crée une collection de sites, donc un site par an, je crée une structure globale avec des droits spécifiques. Mais pour tout enfant que je vais créer, je peux spécifier des règles un petit peu différentes. C'est-à-dire, je vais hériter des règles principales, mais je vais personnaliser, si je le souhaite, certaines règles. Voilà. Alors, vous voyez le type de règles. Bon, je ne vais pas vous faire la liste. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a un espace spécifiquement pour le moteur de recherche, donc un grand espace pour administrer la collection de sites. N'oubliez pas que tout site est une collection de sites, hein, si pour peu que je crée un sous-site à partir de ce premier site. Et puis l'administration de mon site, vous voyez, je sais pas, alerte utilisateur, type de bibliothèque et liste du site, éventuellement flux RSS si je veux l'installer, etc., etc. État de la traduction. Enfin, vous voyez, vous avez tout un tas d'éléments assez intéressants qui nous permettent de configurer très précisément un site SharePoint, encore une fois, sans avoir véritablement de connaissances informatiques, puisqu'il n'y a pas de programmation, ce sont des autorisations que je donne ou pas d'utiliser tel type de fonctionnalité sur le site que je viens de créer. Encore une fois, tout ça sera évidemment reprécisé lors d'une formation. Je vous ai parlé d'automatisation des tâches et ça, c'est très, très important. Je voulais absolument vous montrer cette interface-là. Donc, c'est Power Automate, l'application, pour vous montrer que, vous voyez, on reste dans le cadre de ce que propose Office 365, d'accord? Eh bien, sachez que c'est ici, dans cette application Power Automate, que je vais pouvoir créer donc mes fameux workflows, mes fameux flux. Alors, encore une fois, ça aussi, ça fera l'objet d'une formation spécifique. Sachez que là, on a une application qui est assez étendue.
Pour ceux qui ont participé au concours Advance, au dernier concours Advance, vous avez pu en apprécier éventuellement les résultats, à savoir que vous aviez accès à des sites avec des tâches automatisées qui allaient de simplement la mise à jour d'une liste, par exemple, hein, ou l'implémentation dans une autre liste d'un étudiant qui venait de passer une épreuve. Tous ces automatismes-là ont bien été créés à partir de Power Automate. Et vous pouvez me croire, ça, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait imaginer. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir de notions ou de très faibles notions informatiques en tous les cas, pour pouvoir programmer des automates du type, là je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez un ensemble d'automates qui sont déjà préprogrammés, du genre créer une tâche dans le planificateur par exemple, ou suivre un message, avertir lorsqu'un canal a un statut spécifique. Vous voyez, vous en avez déjà tout un ensemble, un grand ensemble de modèles d'automates que vous pouvez directement appliquer à votre site SharePoint. Donc, je voulais vraiment vous montrer ça pour vous montrer que vous avez aussi accès à cette application qui vous aidera évidemment à automatiser vos tâches dans un site SharePoint. Alors maintenant, évidemment, autre point très intéressant, le fameux SharePoint versus OneDrive. Ben oui, parce qu'en fait, le problème entre SharePoint et OneDrive, c'est que vous ne savez plus comment les utiliser, pourquoi les utiliser, d'autant que comme ça, il semble qu'ils aient un petit peu les mêmes fonctionnalités. Bon, vous avez pu voir avec ma présentation que ce n'est pas vraiment le cas. Alors, concrètement, on va les comparer. Alors, quels sont déjà les points communs qu'il y a entre SharePoint et OneDrive? Bon, là, c'est facile. Première chose, les deux travaillent sur le cloud, c'est-à-dire les deux sont constitués, en vérité, d'un espace de stockage sur le cloud. Ça, on est d'accord. Évidemment, les deux possèdent des fonctions de partage et d'édition de documents. Vous pouvez partager un document sur OneDrive et partager ce document également en modification, ce qui permettra à quelqu'un d'autre de modifier votre document, un document dont vous êtes propriétaire, d'accord, sur OneDrive. C'est évidemment la même chose sur SharePoint. Autre capacité en commun des deux, c'est la synchronisation en local. Oui, parce que vous connaissez peut-être déjà tous la synchronisation, la fameuse synchronisation de OneDrive en local, c'est-à-dire que vous avez les documents qui sont dans votre OneDrive sur le cloud, qui sont en fait clonés, dupliqués sur votre ordinateur, en gardant un lien de synchronisation. Si vous modifiez en local tel fichier, il va être mis à jour sur le cloud. Si quelqu'un a modifié le document sur le cloud, il sera mis à jour en local sur votre ordinateur. Eh bien, ça fonctionne exactement de la même manière avec SharePoint. C'est-à-dire, avec SharePoint, je vais pouvoir synchroniser un document, un dossier, ou bien même une rubrique complète qui serait présente sur mon site SharePoint. Donc, synchronisation locale. D'ailleurs, le moteur technique qui assure la synchronisation de SharePoint et de OneDrive est évidemment le même. Ça fonctionne de la même manière. Ce qui veut dire, ça c'est très important, que si vous voulez synchroniser du SharePoint, il faut absolument que OneDrive soit lancé sur votre ordinateur, puisque SharePoint va faire appel au moteur de synchronisation de OneDrive pour pouvoir se synchroniser en local. D'accord ? Enfin, vous avez aussi la possibilité, que ce soit sur OneDrive ou sur SharePoint, d'automatiser certaines tâches. En fait, effectivement, vous pouvez créer, vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez créer un flux, un workflow dans OneDrive. Alors évidemment, un workflow, j'ai envie de dire, de base. Vous n'allez pas faire grand-chose en termes d'automatisation sur OneDrive, mais c'est quand même un point qu'ils ont en commun. Maintenant, voyons les différences concrètes entre SharePoint et OneDrive. Première différence absolument notable et essentielle, c'est la limite de stockage. Dans OneDrive, nous avons tous individuellement un accès qui est limité en taille à 1 téraoctet. Alors 1 téraoctet, ça peut être gigantesque, mais dès que vous commencez à travailler sur du fichier lourd, sur du média lourd, par exemple de la vidéo, etc., ça peut très très vite être encombré. D'accord ? Ou bien si vous faites, comme certains ont pu le faire, de la sauvegarde, par exemple, de l'archivage, par exemple, de votre base de données Outlook, croyez-moi que le 1 Tera, il va vite être saturé. D'accord ? En revanche, SharePoint ne possède pas de limite.
C'est-à-dire que quand vous créez un site SharePoint, sa seule limite, c'est la limite physique normalement de votre tenante, de votre serveur. Alors, je vais peut-être dire des bêtises. La dernière fois que j'ai regardé, le nôtre, en tous les cas, était limité à 750 téraoctets. Je ne sais pas si vous voyez, 750 téraoctets. Avant d'arriver au bout, il y a quand même du boulot. D'accord? Donc, effectivement, ça, c'est le premier point très important, c'est que SharePoint, on peut se permettre d'archiver beaucoup de documents sans saturer l'espace. Donc, premier point important. Deuxième point essentiel, c'est la propriété des documents. Aujourd'hui, lorsque vous travaillez et que vous partagez un document OneDrive, j'ai envie de dire que si jamais vous décidez de départager ce document, tous les gens de l'équipe ne peuvent plus y accéder. Pourquoi? Parce que vous êtes le possesseur et le propriétaire du document. Il y a quelque temps, ça nous a posé des problèmes, en particulier sur des personnes qui partaient, qui n'avaient pas nécessairement ou qui avaient oublié simplement de donner accès à leur propre OneDrive. Et donc, on se retrouvait avec des documents, parfois même des documents Excel liés, vous imaginez, à d'autres documents auxquels on ne pouvait plus avoir accès. D'accord? Donc là, déjà, on n'a plus ce problème-là. C'est-à-dire que tous les documents qui sont présents sur SharePoint n'ont plus de propriétaire attitré. Ils appartiennent, dans le cadre d'un projet, par exemple, à l'équipe, au projet. D'accord? Donc ça, c'est aussi une grande différence avec OneDrive. Alors, différence évidemment essentielle, autant dans OneDrive, j'ai une seule bibliothèque, parce que c'est ça finalement, hein, OneDrive. Sachez que OneDrive, c'est comme un site SharePoint, techniquement, hein, c'est comme un site SharePoint limité à une seule bibliothèque et avec lequel on ne peut pas créer des pages comme on le souhaite. D'accord? C'est ça en fait. Le moteur de OneDrive, la structure de OneDrive, c'est un site SharePoint, d'accord? Mais dans lequel je ne vais pas pouvoir créer une navigation spécifique. Okay? En revanche, SharePoint, dans la logique des sites Internet, nous offre la possibilité en particulier de créer donc des bibliothèques et des listes comme j'ai pu vous les décrire tout à l'heure. Donc ça, c'est aussi une différence absolument notable. Autre, évidemment, du coup, différence notable, c'est l'interfaçage. C'est-à-dire que je vais pouvoir évidemment personnaliser mon site SharePoint à souhait. D'accord? Je n'ai pas besoin d'ailleurs de personnaliser mon espace OneDrive, évidemment. Donc, je peux y rajouter des pages de contenu, hein, comme je vous le montrais tout à l'heure. Je peux y lier des applications, chose évidemment que je ne peux pas faire dans OneDrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux, autour d'un projet, créer un espace de communication, un espace d'actualité, un espace de partage de documents et de listes, etc., avec une navigation spécifique, eh bien, je vais pouvoir le faire dans SharePoint. Évidemment, je ne pourrai pas le faire dans OneDrive. Alors, je vous en parlais il y a 2 secondes. Voilà, les fonctions de communication. Je vais pouvoir lier à un site SharePoint, eh bien, par exemple, une équipe Teams. D'ailleurs, vous le savez, si vous avez reçu la formation, une des formations de Teams que j'ai pu donner, vous savez que lorsque vous créez une équipe dans Teams, automatiquement, vous avez un groupe qui se crée, mais vous avez en arrière-plan un site SharePoint qui se crée autour de l'équipe Teams que vous avez créée. Donc, vous voyez, tout ça est lié. Donc, évidemment, les fonctions de communication existent présentement dans SharePoint, qu'elles n'existent pas dans OneDrive. Enfin, tout ce qui touche à l'automatisation et ce que je vais appeler l'automatisation avancée des tâches en mode projet, comme je vous le dis, on a la possibilité dans SharePoint de créer des automates très puissants qui vont pouvoir réaliser beaucoup de tâches d'une manière automatique, qu'on n'a pas évidemment cette possibilité sur OneDrive. Donc, concrètement, conclusion sur l'utilisation de SharePoint et de OneDrive. Je vous fais la conclusion très rapidement, je pense que vous l'aurez compris. OneDrive doit s'utiliser évidemment pour un travail individuel uniquement, c'est-à-dire j'ai un document à préparer. D'accord, je fais une maquette de document avant de le soumettre à mon équipe. Je vais pouvoir travailler sur OneDrive, ce qui va me permettre éventuellement de n'avoir pas à utiliser un disque externe, par exemple, pour ramener chez moi du travail. Hein, d'accord, je mets tout ça sur le cloud. Je sais que c'est stocké, je sais que c'est sauvegardé, je sais que c'est sécurisé. Et puis sur mon ordinateur chez moi, je vais pouvoir accéder à ce document. Donc voilà. Éventuellement, je prépare un document que je vais soumettre
à mon équipe dans le cadre d'un travail collectif, d'un travail collaboratif, bah, je peux malgré tout dans OneDrive partager ce document parce qu'on est plusieurs éventuellement à le mettre en place. Pourquoi pas? À partir du moment où ce document est prêt à être utilisé et fonctionnel pour être utilisé au sein d'un projet, bah, je le prends, je le copie dans l'espace dédié à ce projet, dans le site SharePoint qui va bien, d'accord? Car effectivement, SharePoint doit être l'interface générale et principale d'un travail collaboratif. C'est le centre. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser 15 applications différentes autour d'un projet, Planner d'un côté, Forms de l'autre, j'en sais rien, Bookings, etc., etc., au sein même de SharePoint, je crée en fait un site, une interface globale, et je vais lier l'ensemble des applications dont j'ai besoin pour aller jusqu'au bout de mon projet, et tout ça sera centralisé. D'accord? C'est-à-dire que chaque matin, chacun de mes collaborateurs se connecte à SharePoint, et à partir du moment où il est connecté à SharePoint, il va pouvoir accéder à l'ensemble de tous les éléments présents pour le projet. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. J'espère que j'ai été clair. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça, c'est mon adresse. Vous avez des questions à me poser un peu plus tard. Et vous avez un site de référence toujours. Voilà. N'hésitez pas à revenir directement vers moi. Pour des questions autour de SharePoint, ça, c'est une chose. Comme je vous le dis, il va y avoir des formations spécifiques SharePoint. J'espère qui pourront intéresser les uns et les autres. Vous pourrez vous inscrire à une session éventuelle. Ça, il va y en avoir plusieurs, hein, des sessions. Et puis, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Et puis, je vous dis à tous, éventuellement, à très bientôt.